Monde numérique. Quatrième jour du CES de Las Vegas et la fatigue qui se fait un peu sentir, je vous le cache pas, mais peu importe, je vous emmène aujourd'hui dans le Saint des Saints, le Las Vegas Convention Center, autrement dit LVCC, le plus grand hall d'exposition en fait, où se trouve la crème de la crème, c'est-à-dire les stands gigantesques des plus grandes marques de tech, et on parle de télé, de voitures et d'informatique. Ce podcast vous est proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises, qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre le CES de Las Vegas. Le LVCC, c'est donc la partie du CES qui écrase tout par son gigantisme. Cet ensemble de halls est l'un des plus grands des États-Unis. Pour se déplacer d'un bout à l'autre, il y a plusieurs solutions. On peut marcher indéfiniment ou presque, ou bien utiliser le réseau souterrain Tesla Loop qui permet d'aller d'un bout à l'autre du hall d'expo en quelques minutes grâce à des Tesla avec chauffeur. Tout cela pour voir quoi ? Eh bien, d'abord, des écrans de télé. C'est la catégorie reine au CES depuis toujours. Et même si les constructeurs peinent un peu aujourd'hui à nous surprendre avec leur gamme d'appareils toujours plus grands, toujours plus fins, toujours plus lumineux, cette année, l'attraction, c'était quand même l'écran transparent. Le concept n'est pas nouveau, mais il s'est bien amélioré, je peux vous l'assurer. On trouve ça notamment chez Samsung ou chez LG. Explication, Fabien Singier de LG. C'est vraiment, on va dire, la star de cette année. Sur le salon, vous avez pu voir d'ailleurs des démonstrations extrêmement fortes. C'est le lancement du OLED transparent, ce qu'on appelle le OLED T transparent, donc 4K, qui a été présenté l'an dernier, mais là, cette année, il va être vraiment commercialisé à partir de cette année. Ça démarre aux US, mais en France, à partir de mi-année 2025, on va pouvoir le commercialiser. Donc c'est vraiment on va dire, la continuité de l'innovation chez LG, puisque LG est le pionnier, l'inventeur de OLED, la technologie OLED, et on continue à aller plus loin en ayant ce nouveau OLED transparent. Quel est l'intérêt d'un téléviseur transparent ? L'intérêt d'un téléviseur transparent, en fait, maintenant, ce que l'on veut, c'est avoir une télé qui ne gêne pas l'environnement. C'est-à-dire, on veut avoir de l'intégration. Donc, vous avez pu voir différents exemples. On peut l'avoir sur un mur, donc ça peut être, où on peut passer des images, mais on va dire que c'est neutre, pour à l'intérieur de la maison. Quand c'est éteint. Ça peut séparer une pièce. Mais le défi, c'est que quand on l'allume et que ça devient une télé, on ne perd pas en qualité d'image. Donc là, on sent que vous avez un système qui opacifie en fait le verre d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Donc c'est la technologie OLED, on dira que l'innovation n'est pas au détriment de la qualité. Donc là, c'est vraiment innovation en gardant toujours la qualité, le standard de la technologie OLED, et qui est encore plus renforcé puisque cette année, on a eu toute une nouvelle gamme aussi de OLED qui améliore encore, on va dire, la qualité de l'image. On a un nouveau microprocesseur qui permet d'aller encore plus loin. Donc ce téléviseur, il va être commercialisé, oui. Même s'il fait un peu futuriste. Oui. De vous à moi, combien ça va coûter ? Eh bien écoutez, il va être commercialisé à compter de cette juin 2025 dans les entre 50 000 et 60 000 euros. Voilà, donc c'est une technologie qui... C'est le prix du luxe. C'est le prix du luxe, absolument, et de l'innovation. Merci Fabien Singier. Côté télé toujours, autre attraction, les écrans géants. On atteint cette année la taille impressionnante de 163 pouces, c'est-à-dire plus de 4 mètres, 4 mètres 14 exactement de diagonale. Comment ? Eh bien grâce à une technologie appelée micro-LED et aussi un certain savoir-faire, d'où ma question à Damien Lemarque de Hisense. Damien Lemarque de Hisense, comment est-ce qu'on fait un téléviseur de 163 pouces ? Alors on en fait un téléviseur avec beaucoup d'amour déjà, de cette taille-là, et avec beaucoup de recherche et développement. Comme la cuisine. Voilà. Ce que vous avez derrière, c'est un téléviseur d'obédience micro-LED. Donc micro-LED, c'est quoi ? Ce sont des LED qui sont minuscules, qui permettent d'avoir une précision inégalée de l'image. Et ce sont des panneaux de quelques centimètres, 20 centimètres de long, 10 de large, que vous venez assembler les uns aux autres, ce qui vous permet d'avoir le téléviseur de la taille de votre choix. Là, on montre en effet du 163 pouces,
On va commercialiser en France dès 2025 du 136 pouces. Donc voilà, c'est aussi la flexibilité de cette technologie qui monte très fortement en luminosité vu que ça peut atteindre jusqu'à 10 000 nits. Combien ça coûte ? Alors, c'est des produits qui sont quand même assez élitistes. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que c'est une technologie, alors je vais pas dire qui devient abordable parce que ça serait mentir, mais qui commence à baisser en prix. À titre d'exemple, aujourd'hui sur le marché, un micro LED, c'est grosso modo entre 1000 et 1500 euros le pouce. En 2025, on arrive avec des micro LED qui vont être aux alentours de 800 à 1000 euros le pouce estimé. Ça reste encore très cher. Typiquement, sur le 136 pouces qu'on va sortir, ça fait à peu près 130 000 euros le produit. Donc, c'est très cher. Mais cependant, le message qu'on veut délivrer aujourd'hui au CES, c'est que la technologie commence à être de plus en plus mature, même si c'est encore une technologie nouvelle, et que dans quelques années, il va falloir compter sur ces types de produits pour le grand public. Et côté télé, toujours, parmi les curiosités encore, Samsung a présenté un étonnant concept d'écran extensible qui se gonfle. Imaginez, vous regardez un match de foot et soudain la balle arrive sur vous. Eh bien, au moment où elle est le plus proche, l'écran se déforme physiquement comme si la balle allait transpercer la vitre. Visiblement, des ingénieurs de Samsung ont réussi donc à se faire déformer un écran OLED et ils se sont dit tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? Pour l'instant, ils n'ont pas vraiment trouvé, mais c'est à ça que ça sert également un salon comme le CES, à tester ce genre de produit insolite, qui arrivera peut-être un jour dans nos salons si on s'aperçoit que c'est vraiment utile. J'ai appris une chose étrange en discutant avec certains exposants à l'occasion du CES de Las Vegas et je vais vous raconter. Certaines marques comme Samsung présentent leurs nouveautés non pas au LVCC, donc au Grand Convention Center, comme elles devraient le faire, mais depuis 1, 2 ou 3 ans, eh bien, elles font cavalier seul à part. Elles louent des espaces dans d'autres hôtels de Las Vegas, de grands espaces d'exposition auxquels, eh bien, pour accéder, il faut montrer patte blanche, il faut être invité, il faut avoir un QR code, etc., etc. Alors, bon, c'est un peu casse-pied pour les journalistes parce que ça vient s'ajouter aux kilomètres quotidiens qu'on doit déjà parcourir, mais ce qui est intéressant et insolite, c'est qu'il y a une raison à cela. Les marques ont des problèmes de piratage. En fait, depuis quelques années, des fabricants concurrents, notamment chinois, m'a-t-on dit, viennent sur les grands stands, Samsung et autres, prennent un maximum de photos et d'informations, puis repartent chez eux, et comme par hasard, quelques mois plus tard, des produits similaires sortent sur le marché, parfois évidemment moins chers. C'est un vrai piratage, comme ça se faisait à une certaine époque sur les salons automobiles, où on voyait des bataillons de visiteurs, généralement japonais, qui prenaient des photos des véhicules sous toutes les coutures, pour fabriquer ensuite des produits concurrents. Alors c'est pareil dans la tech, et donc les gros acteurs du secteur doivent se protéger, surtout que les produits présentés au CES sont destinés à être mis sur le marché des mois plus tard, ce qui laisse tout le temps à des fabricants concurrents de produire des clones qui viendront parasiter les ventes des leaders du secteur. Monde numérique. Depuis plusieurs années maintenant, le CES de Las Vegas, c'est aussi quasiment un salon automobile. Ça avait commencé un peu avec Tesla et puis avec d'autres marques ensuite. De nouveaux constructeurs, plutôt orientés véhicules électriques, bourrés de tech, montrent leur savoir-faire. Alors aujourd'hui, on trouve en fait toutes les marques. Par exemple, BMW a présenté, ainsi que Hyundai, des voitures étonnantes dont les roues peuvent se tourner à 90 degrés pour faire un créneau. C'est encore mieux que tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et puis surtout, le clou du spectacle, ou plutôt les clous du spectacle, ils sont présentés dans ce grand hall réservé aux véhicules. Ils viennent l'un des États-Unis, l'autre de Chine, et ce sont des trucs de folie. Tout d'abord, un camping-car monstrueux, 6 mètres de long, extensible, dépliable, qui donne ensuite une surface habitable de 37 mètres carrés, avec un design magnifique. C'est proposé par une entreprise californienne qui s'appelle AC Future, mais le véhicule a été designé par une marque italienne de voitures de sport. C'est une maison sur roues, à géométrie variable, et qui en plus a une particularité, elle est conçue pour une vie en autonomie totale avec 0 émission de carbone grâce à des panneaux solaires sur le toit. Autre véhicule complètement fou, un engin improbable proposé par la marque chinoise Xpeng, qui avait déjà fait sensation au CES il y a quelques années avec l'un des premiers véhicules de transport volant électrique à hélice, ce qu'on appelle un VTOL. Xpeng récidive en 2025 avec un combiné véhicule volant, véhicule roulant.
Je m'explique, imaginez une sorte de minivan à 6 roues avec un look de genre Tesla Cybertruck et qui transporte à l'arrière un engin volant, une sorte de mini-hélicoptère à une place avec 6 hélices. C'est le combo de transport ultime qui permet donc d'aller à peu près n'importe où, bon, à condition que ce soit autorisé, et on imagine que ce serait assez approprié pour les grandes plaines américaines, canadiennes ou australiennes, mais un peu moins adapté sans doute, c'est vrai, aux campagnes françaises. Allez, à propos d'automobile et de France, justement, on termine avec une innovation française présentée au CES de Las Vegas. C'est l'équipementier OP Mobility, ex-Plastic Omnium, qui présentait une sorte de pare-choc permettant d'afficher des messages visuels sous forme de lumière, notamment pour les voitures autonomes. Explication, Yannick Reynaud de OP Mobility. Alors, c'est la signature lumineuse du dernier Rivian, que ce soit dans sa version truck ou dans sa version SUV. Donc là, on a effectivement la partie feu avant et la partie, ce qu'on appelle le light bar. Le light bar qui est une full RGB bar, première mondiale, et qui permet de personnaliser complètement votre signature lumineuse de votre véhicule et surtout communiquer avec les autres usagers de la route. Communiquer que vous êtes en mode autonome, communiquer un niveau de charge ou de décharge de la voiture, communiquer des messages de emergency, rouge, orange, beaucoup plus lumineux que ce que font les technologies traditionnelles à un coût très abordable. Ça peut servir notamment pour prévenir les piétons, les cyclistes, etc. Voilà, de manière abordable par rapport à un écran complet intégré dans la face avant, on peut faire le eye contact et dire j'ai compris, je sais que tu veux traverser, voilà un jeu de couleurs qui te dit ça y est tu peux traverser parce que moi véhicule autonome je suis en train de freiner. Donc c'est ça qu'on est en train de pousser pour des solutions de sécurité tout en conduisant, pouvoir faire des signaux lumineux sur les autres usagers. Il n'y a pas des risques que ce soit un peu perturbant dans un environnement routier, des messages comme ça lumineux supplémentaires? Alors c'est pour ça qu'on est sur cette technologie-là et pas des technologies d'écran. On maîtrise bien sûr les technologies d'écran et sur notre stand on a plusieurs écrans qui sont intégrés. Mais aujourd'hui la réglementation interdit totalement d'utiliser des images et d'utiliser des pictogrammes parce que ça serait vraiment du driver distraction. Donc là juste un jeu d'éclairage et de lumière pour dire je t'ai compris, tu peux traverser ou je suis dans tel et tel mode d'emergency ou de conduite pour vraiment communiquer avec son environnement. Donc c'est vraiment ça va être l'outil nécessaire, je dirais, pour les véhicules autonomes. On va rentrer dans une période où il y aura un mix entre véhicules autonomes et véhicules avec monsieur et madame Michu qui conduisent. Donc cette interaction entre les non connectés, les connectés, les non autonomes, les autonomes, il faut qu'on vive avec. Il faut que le réglementaire, la réglementation et l'innovation des équipementiers amènent des solutions pour qu'on ait un mix homogène et puis on ait beaucoup plus de sécurité. Nous, notre travail, c'est d'avoir des solutions qui rendent la voiture plus confortable, plus efficace, plus sûre et moins chère. Et vive la cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les voitures autonomes dans le futur. Déjà que ça se passe tellement bien uniquement entre humains, on n'a pas fini de rigoler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez les autres épisodes de Monde Numérique spécial CES de Las Vegas sur le fil du podcast Monde Numérique. Demain, un épisode débrief avec mon camarade Bruno Guglielminetti. On passe en revue ce qui nous a marqué à l'occasion de ce CES 2025. Si vous en voulez plus, notamment des images, des photos, des vidéos, suivez-moi sur les réseaux sociaux et aussi abonnez-vous à la newsletter via le site mondenumérique.info. Cet épisode spécial de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Salut, à demain.